Si 2023 fut riche en rebondissements dans One Piece avec un début d'année explosif introduisant la véritable identité de Saturne et bien plus tard celle de l'intégralité du Gorosei dont Sainte Nerona Imu, cette année fut aussi tragique. L'assaut de Garp sur la ruche et sa disparition laissant un suspense insoutenable sur sa mort ou sa survie. Si on pouvait déjà largement se contenter d'une telle tragédie, une nouvelle couche s'est rajoutée avec le terrible flashback de Kuma. 8 chapitres intenses de joie et de désespoir. 8 chapitres pour découvrir le passé, le présent et le futur d'un antagoniste devenu aujourd'hui le plus grand allié que les Mugiwara aient jamais pu avoir. Aujourd'hui, au chapitre 1102, nous arrivons enfin au point culminant de ce flashback qui vient de prendre fin avec une poésie d'une rare tristesse. Alors découvrez avec moi dans cette nouvelle review les conséquences des révélations de ce chapitre et comment nous pouvons aujourd'hui apercevoir la façon légendaire dont se terminera l'arc d'Egghead. Bienvenue à tous dans cette vidéo les bros et je vous souhaite quand même de passer de bonnes fêtes de fin d'année même si le mood va être bien altéré comme il faut après ce chapitre. Nous allons pouvoir commencer la review de ce chapitre magnifique, mais avant je tenais à vous dire quelques petites choses. Avec Jump Ichiban on vous fait gagner pour Noël 2 displays de cartes One Piece OP06 qui viennent de sortir au Japon. Pour participer c'est ultra simple, rendez-vous sur Twitter et absolument toutes les informations y seront. D'ailleurs n'oubliez pas les codes Goji10 et Goji5 si vous voulez commander sur le site pour bénéficier de belles réductions. Le frérot Neto de son côté nous offre pour Noël l'accès à la bêta de Discord Line 2.0 le 25 décembre vers 22 h. Un lien vaut mieux que 1000 mots, vous retrouverez l'accès en description. Et pour finir, merci à tous pour les retours sur la dernière vidéo. Qui sont exceptionnels, vraiment. Je vous aime, vous êtes les meilleurs. Je vous invite aussi à liker cette vidéo, à commenter votre plus beau souvenir de One Piece en 2023 et à vous abonner pour ne rater aucune des futures masterclass que je vous prépare. Merci à tous et bonne vidéo. Nous commençons avec ce qu'on pourrait qualifier de véritable rétrospective des aventures des Mugiwara post-ellipse, mais cette fois-ci des yeux de Kuma. En effet, et bien qu'il ait continué de veiller sur Bonnie qui a, je vous rappelle, pris la mer dans le chapitre précédent pour retrouver son père, Kuma a tout fait pour garder une distance avec elle. En fait, il a carrément évité de la rencontrer, même quand elle était proche de lui, ce qui se justifie par la promesse qu'il a faite au gouvernement de ne jamais entrer en contact avec elle au risque de la mettre en danger. Le frérot, il était quand même à quelques mètres d'elle, en la regardant bouffer, c'est pas forcément mieux, mais tranquille, le gouvernement l'a pas vu, donc il craint rien. Alors il est également montré que Bonnie a acquise sa réputation de grande pirate simplement parce qu'elle a laissé dans son sillage des tas d'enfants et de vieux blessés. Évidemment on lui pardonne, ce n'était que de méchants marines dont elle a vieilli ou rajeuni l'apparence, pas de panique, aucun vice n'habite notre petite sœur de l'histoire. Mais c'est comme ça qu'elle deviendra une supernova renommée, elle mais aussi Luffy. En parallèle de sa progression, on peut découvrir la réaction de Dragon, Kuma, Jinbei et Ace à la première prime de Luffy, ce qui apporte toujours un petit truc sympa à l'histoire. Alors pas forcément utile, mais sympa. C'est quand même le premier flashback que l'on a de One Piece qui arrive à se dérouler dans la période de Luffy, durant l'aventure qu'on a suivie de nos petits yeux ébahis il y a de cela une dizaine ou une vingtaine d'années. De voir ce qui se passait dans le monde à ce moment-là, notamment voir l'évolution de Bonnie qui tentait tant bien que mal de motiver son équipage à agir comme de vrais pirates alors qu'ils ne sont pas du tout faits pour ça, je trouve ça toujours autant rafraîchissant dans One Piece. Pour rien vous cacher, si Oda pouvait seulement écrire l'histoire des principaux protagonistes et antagonistes de One Piece en spin-off allant de leur début jusqu'aux événements de Marineford, moi je signe direct, vas-y Oda, montre-nous la première fois que Teach a utilisé son Yami Yami no Mi, moi ça me passionnerait de fou. Non mais moi vraiment tu me dessines n'importe quoi, investis du temps ailleurs que dans des films anecdotiques là et on sera heureux. Voilà, je me suis un petit peu éparpillé. Revenons à Bonnie qui nous a été montré se féminisant en ajoutant son rouge à lèvres emblématique et surtout son petit piercing sous l'œil droit. Ouais, c'est lui. Remplaçant les écailles de saphir étant apparues suite à la progression de la maladie. Ce piercing n'aura pas qu'un but esthétique puisque d'après elle, il permettra à Kuma de la reconnaître maintenant qu'elle est guérie. Et moi j'adore, tu vois, c'est pas forcément ce que je pensais de base, hein, je sais pas si c'était vraiment prévu par Oda depuis le début de l'écriture de One Piece et de Bonnie, mais j'aime vraiment beaucoup la justification qui me convient totalement. Et ça va pas forcément être le cas tout le long du chapitre pourtant, puisqu'on en vient aux premières réactions de Kuma vis-à-vis des agissements de Luffy sur Grand Line. Pendant Enies Lobby, pendant Sabaody, avant Marineford, à 3 reprises nous allons assister à la prise de conscience de Kuma sur qui est véritablement Luffy, en passant d'un soupçon en le voyant combattre le gouvernement
gouvernement avec ses pouvoirs caoutchouteux, comme Nika, à se dire que finalement Luffy serait l'homme qui changera un jour le monde, Kuma a donc bel et bien accordé sa dernière volonté aux Mugiwara en protégeant leur bateau durant 2 ans, car Luffy était spécial. Ses actions contre le gouvernement ont poussé Kuma à voir Nika d'une toute nouvelle façon. La divinité qu'il a toujours priée n'était peut-être plus qu'une légende, mais une réalité. Le héros de la libération pourrait être ce jeune homme, le fils de Dragon. Là encore, j'ai été sceptique sur plusieurs aspects de la cohérence du flashback. Effectivement, quand on prend l'histoire brute de One Piece, celle que l'on a découverte de nos propres yeux pendant notre lecture, les actes de Kuma sont pas tout le temps justifiables, en particulier ceux de Thriller Bark. À ce moment-là, et bien qu'il avait quand même déjà conscience de qui était Luffy pour Dragon, il avait tenté de le tuer et de le capturer pour le gouvernement, chose qui est quand même assez contradictoire après avoir découvert la véritable mentalité de Kuma à travers son flashback. Donc de le voir aujourd'hui reconnaître une once de Nika pendant les événements d'Enies Lobby et quelques jours plus tard l'attaquer sur Thriller Bark pour prendre sa tête me paraît quand même toujours un petit peu étrange. J'ai ce petit sentiment qu'Oda a légèrement transformé son histoire entre temps. Luffy incarnait beaucoup trop une personne que Kuma pouvait aimer et apprécier rien que sur Thriller Bark déjà. Par contre, et à part du coup ce petit couac, désolé mais moi je valide totalement que ce soit prévu depuis 20 ans ou non, l'histoire de Kuma se prête parfaitement à l'introduction de Nika, bien qu'elle soit si tardive. J'entends par là qu'en gardant jalousement l'histoire de Kuma de sa première apparition jusqu'à Egghead, Oda s'est permis de l'adapter à l'histoire en cours sans créer d'incohérence, enfin sans grosse incohérence. En tout cas, il est indéniable que ce flashback était d'une grande beauté et dégageait une émotion immense. Je peux vous assurer que je partage l'avis de plusieurs d'entre vous et que ce soit peut-être pas le moment le plus hypant de One Piece. Avec toutes les pauses qu'on a eues, le rythme n'était pas franchement agréable, mais je sais aussi qu'à la fin de One Piece, quand on reparlera de ce manga et de ses personnages, Kuma sera incontestablement cité pour son histoire, sa vie et sa mort. Oui, on va parler de sa mort maintenant. Attention, pas celle qui a eu lieu quand sa conscience lui a été enlevée, non, sa vraie mort, sa véritable mort et future mort qui a été teasée dans ce chapitre. Enfin, teaser est quand même un mot assez faible, je trouve. C'est quasiment une annonce officielle qui nous a été faite aujourd'hui, mais pas de souci, si vous l'avez loupé, je vais vous l'expliquer très clairement. Donc comme vous l'avez compris, ce chapitre s'orientait sur la dernière aventure de Kuma avant que sa conscience ne lui soit définitivement enlevée et que le processus de transformation en pacifista soit achevé. Comme je le disais plus tôt, il a découvert en Luffy une étrange aura lui inspirant le légendaire Nika, etc. etc. Mais pas mal de choses se déroulent également sur Egghead, notamment des interactions avec Vegapunk. Juste avant que sa conscience lui soit retirée, Kuma sera à nouveau le centre d'un sujet entre Vegapunk et Saturne. Vegapunk tentera en vain de négocier pour garder la conscience de Kuma, ce qui sera évidemment refusé. Pire encore, le grand dieu guerrier de la science ira jusqu'à formellement ordonner à Vegapunk d'ajouter un module d'autodestruction sur Kuma. Si on comprend très bien que la pire crainte de Saturne soit que Kuma puisse se rebeller d'une façon ou d'une autre et qu'il tente alors par tous les moyens d'éradiquer la moindre once de conscience chez le boucanier, il est allé encore bien plus loin en lui ajoutant ce qui semble être une bombe dans son corps. Oui, Kuma peut s'autodétruire, c'est ce qui nous est expliqué et c'est à mon sens la preuve ultime de la mort à la fin d'Egghead de ce personnage emblématique dont nous avons suivi l'histoire depuis des mois maintenant. En ayant parfaitement conscience de ça, vous ne pourrez plus voir la fin d'Egghead autrement que par cette théorie. Écoutez-la bien et préparez-vous car si elle se valide, Oda nous déchirera le cœur plus que jamais. Kuma va se sacrifier en arrivant sur Egghead en activant le mécanisme d'autodestruction pour espérer emporter dans sa tombe Sainte Saturne et permettre à sa fille, à Vegapunk et à Nika de s'enfuir des griffes du gouvernement mondial. C'était en effet déjà ma théorie au chapitre 1095 avant même que le flashback ne commence et que l'on apprenne la présence d'une bombe dans le corps de Kuma. Je vous disais tout ce que je viens de vous dire à l'instant et je vais même vous détailler cette théorie dans son intégralité. Les explosions et Oda, c'est une drôle d'histoire d'amour. Pas un arc ne se déroule sans qu'une menace imminente de destruction ne pèse sur les protagonistes, que ce soit via un explosif ou non d'ailleurs. Si vous vous en doutez encore, je vais me faire un malin plaisir de brièvement vous les remémorer. La bombe de l'horloge d'Alabasta posée par Crocodile, l'attaque Reigo d'Ener qui a détruit une partie de Skypiea, le Buster Call d'Enies Lobby du gouvernement mondial, la destruction de l'île des hommes poissons par le Noah, l'explosion de Smiley et Punk Hazard par César Clown, le sacrifice de Pedro avec de la dynamite contre Perospero et enfin les bombes d'Onigashima censées détruire une majeure partie de la capitale des fleurs de Wano Kuni. Ce n'est donc pas moi qui le dis mais One Piece lui-même, la menace d'une explosion est omniprésente dans 80% des arcs de l'œuvre. C'est ainsi qu'Egghead
Egghead subirait le même destin. Depuis plusieurs dizaines de chapitres, Kuma traverse le monde vers une destination qui était pour beaucoup inconnue. Ma principale théorie à son sujet était bien qu'il se rendait sur Egghead en raison de la présence de sa fille là-bas. Comment est-ce possible alors que toute trace de conscience semblait avoir été effacée par Vegapunk? Qu'est-ce qui a bien pu guider un être dénué de volonté et de conscience, comme le précise Akainu au chapitre 1092, à foncer tête baissée avec une telle volonté, car sa mémoire réside toujours là au fond de lui, même s'il a pu l'extraire de son corps et en créer la sphère trônant dans la salle d'Egghead. Ce chapitre a confirmé que malgré l'extraction de ses souvenirs, il les a tout de même gardés. Donc le Kuma robotique et déshumanisé depuis la guerre de Marineford n'est pas tant robotique et déshumanisé que ça. Le scénario final serait alors celui-ci. Comme lorsqu'il a implanté un ordre dans l'esprit de Kuma, allant à l'encontre du gouvernement mondial lui permettant de protéger le Sony pendant 2 ans, Vegapunk aurait dissimulé un autre ordre lui permettant d'éveiller une partie de sa conscience auparavant perdue. Cet outrage envers le Gorosei n'aurait cependant pas été découvert par Saturne. Vegapunk reste le plus grand scientifique, il est capable des plus grandes prouesses technologiques que le monde peut permettre et n'aurait pas écouté l'entièreté des ordres qui lui ont été donnés. Cachée au plus profond de son esprit, cette petite flamme, cette petite lueur de conscience se serait éveillée au chapitre 1067 après le début de l'assaut du gouvernement contre Egghead. La clé de cet événement, Bonnie. C'est pour continuer de protéger Bonnie, celle à qui il aura dédié sa vie, que Kuma aura bravé le ciel, la terre et même le barrage d'un amiral pour la retrouver. Elle était en danger, elle était au moment où il a disparu du groupe révolutionnaire dans cette fameuse direction inconnue, mais elle est encore plus aujourd'hui dans les griffes de Sainte Saturne qui s'apprête à l'exécuter. Après ce flashback de 8 chapitres, tous plus émouvants les uns que les autres, après avoir découvert la naissance, la jeunesse et la vie adulte de Kuma et de tous les malheurs qu'il a pu rencontrer sur son chemin, comment lui, avec l'incroyable volonté qui l'anime, pourrait laisser sa fille être exécutée par son plus grand bourreau. C'est là toute la beauté de ce personnage, mais aussi de son instinct de survie et d'humanité ayant repris le dessus, car c'est tout ce que ce chapitre a dépeint de la première à la dernière page. En arrivant enfin sur Egghead, juste à temps pour sauver sa fille et d'une manière très robotique, il prendrait d'assaut Saturne avec un seul objectif, l'emporter avec lui dans une explosion gigantesque. Cet acte ultime, désespéré, symboliserait cette fois-ci la vraie mort de Kuma. Après un bref retour de sa conscience, il arborerait une nouvelle et dernière fois son sourire si sincère, et tout en voyant sa vie défiler sous ses yeux, il verrait Nika. Le fils est là, au sol, il est celui qui sauvera le monde, il en est persuadé comme dévoilé dans ce chapitre. En plus de se sacrifier pour sauver Bonnie, il sauverait à nouveau l'avatar de Nika. Ce dieu solaire qui n'était pour lui qu'une légende de base a pris vie. Il s'est personnifié sous l'apparence de Luffy, lui donnant l'espoir d'un monde meilleur, un monde pour lequel il se sera toujours battu. En enclenchant son processus d'autodestruction, l'explosion emporterait Sainte Saturne, ce Tenryubito et Gorosei qu'il a suivi toute sa vie, qui a répandu le voile d'une menace invincible sur son existence, de sa rencontre sur God Valley jusqu'à l'ordre direct du doyen de retirer toute once d'humanité de Kuma. Un événement d'une ampleur exceptionnelle aurait alors lieu. Un membre du Gorosei disparaîtrait, chamboulant l'équilibre du monde et du gouvernement mondial, un événement qui, comme cité dans le chapitre 1078, bouleversera le monde au-delà de l'imaginable. Les Mugiwara et tous les autres pourront alors quitter Egghead, le lieu du repos ultime de Kuma qui aura trouvé la mort à 2 reprises, mais en sauvant un nombre de vies incalculable. Si la mort de ce personnage emblématique de One Piece paraît absolument évidente à cause de cette possibilité d'autodestruction implantée dans son corps, elle sera la plus belle et nécessaire de toutes. Car comme je l'ai dit, il quittera ce monde en ayant accompli ses plus grands souhaits. Il aura pu enfin retrouver sa fille qu'il a tant cherchée pendant des années et surtout, il partira avec la vision de l'incarnation de Nika. Kuma se rassurera de mourir en sachant qu'il a protégé ce dieu et que ce dieu protégera et sauvera l'humanité à son tour. Kuma quittera ce monde, le sourire aux lèvres, nous offrant à tous une dernière vision d'humanité chez ce robot, censé ne plus en posséder. Reste ici, le combat de l'armée révolutionnaire ne fait que commencer. Ce sont les dernières paroles qu'Ivankov a prononcées à Kuma lorsqu'il s'est lancé dans une course inarrêtable, sans savoir qu'à ce moment-là, son meilleur ami allait mener une révolution solitaire qu'aucun autre n'aurait pu faire. Cette ruée, elle nous a été dépeinte dans ce chapitre lorsque Vegapunk fouillait ses souvenirs. La vie de Kuma n'a été qu'une course contre son propre destin, il n'a jamais cessé de courir pour sa liberté et ses convictions. Quand bien même sa route s'achève ici, l'empreinte qu'il aura laissée sur le monde ne disparaîtra jamais. Lui qui se demandait combien de personnes ont pu être troublées ou blessées par ses actions, n'imagine absolument pas que seul le bien et l'espoir ont été laissés dans son sillage. Ta vie n'a causé de tort à personne,
mais ta mort fera souffrir tous ceux qui t'aiment. Jamais une phrase n'a été si précise et précieuse dans One Piece. Aujourd'hui encore, il me paraît impossible qu'un être si pur et si bon ait pu prendre vie dans une œuvre fictive. C'est peut-être même à ce moment-là que je voudrais pouvoir donner la vie à un personnage imaginaire. Finalement, Luffy et Kuma sont devenus nos Nika à nous. Des êtres apportant la joie, libérant de toutes sortes d'entraves, aux mimiques emblématiques et à la vie héroïque. Finalement, si Kuma se sacrifie bel et bien en s'auto-détruisant pour emporter et tuer Saturne dans les prochains chapitres qui concluront l'arc d'Egghead, une plaie restera cependant ouverte. Un traumatisme sera créé non pas chez les Mugiwara mais chez Bonnie, sa fille. Que pourra-t-elle bien faire maintenant que son but ultime a été atteint, celui de retrouver son père et par-dessus tout, celui d'apprendre la vérité le concernant. Bonnie devra se relever, mais pour ça, elle devra également suivre les Mugiwara, tout comme le fera Vegapunk. Ils parviendront à quitter Egghead grâce au robot géant antique s'étant éveillé au chapitre 1092 en réaction au tambour de la libération de Nika. Une sacrée ironie du sort qu'un robot endormi depuis des centaines d'années s'éveille le jour où un autre va se sacrifier pour le bien de l'humanité. Vegapunk et Bonnie accompagneront Luffy et son équipage pendant quelques temps, peut-être que ce temps pourrait même s'étendre et elle découvrira avec lui, avec Nika, toutes ces îles fabuleuses qui l'ont tant fait rêver enfant, comme les îles Célestes par exemple. Par-dessus tout, Bonnie lui parlera de Nika. Bonnie pourrait dévoiler à Luffy ce qu'il représente réellement. Elle pourra lui expliquer la façon incroyable dont Nika a façonné la vie et l'esprit de Kuma. Enfin, après tous ces chapitres, Luffy comprendrait alors ce qu'est cette drôle de transformation, faisant battre son petit cœur d'un rythme rigolo et effréné. Mais toute bonne chose a une fin, et Bonnie ne rejoindra pas l'équipage de manière définitive, tout comme Vegapunk. Elle rejoindra toutefois le scientifique qui aura un rôle très particulier à ses côtés en s'occupant des séraphins et des pacifistas qui sont l'héritage direct de son père. En plus de permettre à Vegapunk de vieillir temporairement ses créations grâce à son fruit du démon et par conséquence d'avoir de nouvelles données à analyser pour le scientifique, elle pourrait prendre particulièrement soin de S-Beer, le clone parfait de Kuma. Lui aussi, comme tous les autres séraphins, devra grandir et atteindre une maturité. Le S-Snake, le clone d'Hancock, de par ses réactions humaines et similaires à celles de la Hancock originale, prouve bel et bien que les séraphins sont humains. Ils ressentent des émotions, des sentiments. Ce qui sera le cas de S-Hawk, S-Shark et ainsi de suite, et bien évidemment S-Beer, le Kuma. Ils sont tout l'inverse de ce que l'on pense, des robots bons qu'à obéir aux ordres. Les séraphins auront besoin à un moment ou l'autre de se libérer de ces entraves, de briser ces chaînes, faisant d'eux des êtres vivants créés pour servir. L'héritage que lèguera Kuma au monde en se sacrifiant dans les prochains chapitres aura un écho jusqu'au développement des pacifistas en général, qui ne sont créés que pour apporter la paix et l'harmonie. C'est pour ça qu'aux côtés de Vegapunk, Bonnie leur viendra en aide en les aidant à chérir cette humanité. Ça ne serait pas un père de substitution, mais un moyen de rédemption, un moyen pour elle de devenir aussi sage que l'homme qui l'a élevée. Les pacifistas de la première génération, copie de Kuma, eux aussi subiront un grand changement dans le futur. Leur aspect si terrifiant sera conservé pour affronter les pirates, mais face aux civils, ils arboreront le même sourire que Kuma, pour réconforter les faibles et les opprimés. Bonnie, aux côtés de Vegapunk et Sentomaru, et n'ayant plus d'équipage pour naviguer en tant que pirate, rejoindront définitivement l'armée des révolutionnaires. Dragon aura perdu un de ses précieux lieutenants sur Egghead, mais prendra soin de sa fille et se ralliera finalement avec Vegapunk pour lutter contre le gouvernement mondial, l'institution ayant pris la vie et la liberté de Kuma. La division scientifique des révolutionnaires, comportant Vegapunk, Lindbergh et Bonnie, et tous les pacifistas, se battront avec la volonté de Kuma pour lui et pour honorer son ultime sacrifice. Tout ça, tous ces événements ont donc pour origine un fait tragique, comme vous l'aurez bien compris, la mort de Kuma. J'en parle comme si c'était déjà acté, car dans mon esprit, ça l'est vraiment. Sa disparition marquera un sacré changement dans One Piece et nous laissera à nous aussi une douce amertume, le mélange de la joie d'avoir pu découvrir une si belle histoire et la tristesse d'avoir subi une si terrible fin. Ce chapitre était inexplicable. De toute ma vie, je crois que c'est bien la première fois que j'avais cette sensation, j'ai encore la voix qui s'enroue, je crois que c'est bien la première fois que j'avais cette sensation de pleurer sans qu'aucune larme ne coule. C'est chiant d'être triste pour une histoire fictive. À ce moment-là, je pense beaucoup à Oda et à l'attachement très particulier qu'il a pour ses personnages, pour le passé, le présent et le futur qu'il leur imagine. Ce flashback, ça a dû être un calvaire pour lui. J'en mettrai ma main à couper, et pourtant vous savez à quel point je n'aime pas du tout prétendre connaître les sentiments de l'auteur. La vérité, c'est que j'ai trouvé ce chapitre beaucoup trop parfaitement ficelé, du début à la fin, et les 3 dernières pages étaient vraiment là pour m'achever. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si je suis le seul à avoir été aussi abattu en les lisant. L'autre vérité, c'est que j'ai presque
pas eu envie d'en faire une review de peur de ne pas être à la hauteur de ce chapitre. Désolé, mais quand le divin en vient à se manifester sur Egghead baignant l'île dans une lumière douce, lorsque Kuma se met à perdre sa conscience, ça te fait quand même pas mal redescendre sur Terre. En tout cas, je dois avouer que cette sensation, sûrement très bête, de me retrouver à vouloir m'inspirer d'un personnage de manga, ne me déplaît finalement pas tant que ça. Même si j'ai peut-être passé l'âge de rêvasser à vouloir ressembler à un héros fictif, je pense que chacun trouvera éternellement une source d'inspiration pour devenir un meilleur humain. One Piece, en général, me procure très souvent cette sensation, et pas qu'à moi d'ailleurs j'imagine. Tu ne peux pas sortir d'une telle histoire sans avoir été affecté, même à un tout petit pourcentage. En terminant l'histoire de Kuma, tu ne peux pas ne pas ressentir ce petit quelque chose au fond de toi. Ce petit quelque chose qui te dit « Wow, si le monde était peuplé d'humains pareils, l'actualité serait sûrement plus joyeuse qu'elle ne l'est aujourd'hui. » Tout ça pour dire que finalement, je chéris One Piece d'exister dans une telle période. Cette review touche alors à sa fin. Merci à tous de l'avoir regardé les bros, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura conclu cette année 2023 en beauté. En tristesse peut-être, mais en beauté aussi. Pas de review la semaine prochaine, on se retrouve dans 2 semaines pour le chapitre 1103, et malheureusement pas d'iceberg non plus, je vais devoir le décaler au mois prochain, car je n'ai pas pu le terminer à temps, et c'est hors de question que je vous file un travail bâclé. C'est mort. J'espère que vous me comprendrez, mais juste ne vous inquiétez pas, ce n'est que pour mieux vous préparer cette masterclass. Comme je vous l'ai dit tout le long de l'année, le meilleur moyen de me soutenir sera de liker cette vidéo si elle vous a plu, de commenter et de vous abonner. Alors merci à ceux qui le feront. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, profitez bien de ce moment si vous le pouvez, et on se retrouve sur Twitch dans la semaine pour parler un petit peu de One Piece ensemble. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, peace les bros.